Togo Info. Le Togo à votre portée. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de la géniale Taxi FM Lemay pour cette nouvelle session de l'information sur la radio. Avec mes confrères tout à l'heure, nous essayerons de vous expliquer les grands sujets de l'actualité. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mercredi 29 juillet 2020. Bienvenue à tous. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous aurons 5 rédactions à visiter ce mercredi à matin. Le journal Le Messager, Santé et Éducation, l'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire Triangle des Enjeux et l'hebdomadaire La Manchette. Et nous commençons la revue de presse de ce matin avec l'hebdomadaire Le Libéral. Le Libéral qui revient sur la situation un petit peu délétère aujourd'hui au CNO Togo, Comité national olympique du Togo, une tentative de traficotage des statuts mal ficelés par Bayor Kelani. Vous lirez l'article à la page 7. Tout ce qui se passe actuellement au niveau du Comité national olympique du Togo. Transition énergétique. Scantogo parie sur la biomasse. L'article est à lire dans le journal. Et puis un sujet politique, revendication du pouvoir, Guillaume Kodjo, recours à la stratégie Jean-Pierre Fabre. Alors de quoi s'agit-il exactement? Vous lirez l'article dans le journal Le Libéral. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Nous avons avec nous Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous nos amis qui sont en ligne. Sylvestre, ce matin, vous revenez sur la diplomatie des flagonneurs. Garba Lompo, retour sur les derniers ratés d'un griot. C'est ce que vous écrivez, hein? Ah oui, hein? Je pense que ça se passe de tout commentaire, hein? Le représentant donc, de la CEDEAO, intervenant de la CEDEAO, M. Garba Lompo, qui est en fin donc, de mission, après 5 ans donc, passé au Togo. Donc il doit faire ses adieux aux officiels togolais. Donc il était allé voir le chef du gouvernement, M. Selon Classo, le premier ministre Selon Classo. Et au sorti donc des audiences, Eric, les déclarations de l'homme et laisse, si je peux le dire, pantois, parce que l'homme est en train donc de peindre un Togo que nous les Togolais ne connaissons pas, parce que dans l'une donc de ces déclarations, M. Garba Lompo disait que le Togo est un pays modèle, hein, que les autres nations doivent suivre. Là, nous nous sommes posé mille et une questions. En quoi le Togo peut être un modèle pour le Niger, d'autant plus que lui-même il est nigérien de nationalité. En quoi le Togo peut être un modèle et inspirer les autres pays de la CEDEAO, parce que nous savons que le Niger, c'est la démocratie. Le président, ici pour Mamadou, a donc accepté de quitter ses fonctions présidentielles à la fin de ses 2 mandats. Mais ici, le président qui est là et débute donc son 4e mandat, et d'ailleurs, le 5e est en ligne de mire. Donc en réalité, on peut dire qu'en quoi une dictature peut être un modèle pour une démocratie. C'est-à-dire ce Togo-là, le Togo que les politiques ghanéens raillent très souvent, ils se moquent du Togo. Si on peut le dire la dernière fois, quand un dirigeant politique ghanéen disait que comparer Nana Akufo-Addo à Mahama, c'est comme comparer le Togo aux États-Unis. Et puis, bien avant, il y a même l'ancien secrétaire de MPP, hein, le général Mosquito qu'on appelle, qui disait donc que ceux qui critiquent la commission électorale donc, du Ghana ferait mieux donc d'aller chercher la commission électorale du Togo. Donc il y a tellement de choses, hein, le Togo que les organismes internationaux et nationaux des droits de l'homme peignent toujours comme un État voyou qui ne respecte pas les droits des citoyens. Donc c'est ce pays-là que M. Garba dit que c'est un modèle et voilà. Donc nous sommes revenus un peu sur sa déclaration que nous avons passé au pays, que nous avons décortiqué, juste pour permettre donc à nos lecteurs de se faire une idée sur la probité morale de l'homme. Très bien, écoutez, on lira l'article dans le journal à la page 4. Vous parlez également des braquages au Togo, 86 milliards dérobés en 6 mois. Investisseurs, bienvenue au Togo, s'exclamez-vous. Hein?
Oui, oui, parce que la somme fait peur. Hein. La somme fait peur, oui, parce que au cours il y a quelques jours, le ministre donc, de la Sécurité qui semestriellement fait l'état donc sur la criminalité, sur les accidents. Et donc c'est au sorti donc de cette rencontre où la presse parle abondamment. Et en ce qui concerne la criminalité, la presse parle donc de 86 milliards de francs CFA dérobés en 6 mois. Eric, c'est énorme. C'est énorme parce que je me dis que si moi, investisseur, on me dit que en 6 mois au Togo, il y a 86 milliards qui se sont volatilisés parce que les gangs font la loi. Si je dois mettre le cap sur ce pays, donc soit je suis un majoriste ou soit je suis un homme friand du risque. Parce que je ne peux pas peut-être prendre mes capitaux, mes devises et aller investir dans un pays où je peux être braqué à l'aéroport et les gens disparaissent, fondent dans la nature sans qu'ils ne soient pas sans qu'ils ne soient trouvés. Et la dernière fois, on nous parle donc de 33 braquages et même ces braqueurs-là, aucun donc de ces braqueurs n'a été appréhendé dans le feu de l'action. Et là, ça continue, ça devient, ça part donc ça devient une épidémie, c'est-à-dire le mal se mue en épidémie et à chaque fois on parle de braquage, on parle de vol et tout ça, mais il n'y a pas un débat qui soit posé donc au plus haut sommet de l'État pour que des mesures urgentes soient prises pour endiguer le mal. Et Eric, quand la presse, on nous parle donc de 86 milliards, je me dis que c'est énorme. Donc un investisseur qui voit ça, je me dis qu'il va se poser mille et une questions avant donc de sauter dans le premier avion pour venir au Togo et faire de bonnes affaires. Parfait. Et puis, Togo, le PND, c'est fini, c'est vrai? Oui, Eric, le PND, disons la vérité, c'est fini. C'est fini parce que au-delà donc du nouveau coronavirus, aujourd'hui donc les chiffres d'affaires ont drastiquement baissé en ce qui concerne donc les opérateurs économiques et les sociétés. Et ce matin, nous parlons beaucoup plus chiffres. Nous parlons beaucoup plus chiffres parce que le 1er avril 2020, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a lancé un fonds donc de solidarité, de relance économique, qui est estimé à 400 milliards de francs CFA. C'est-à-dire ce fonds-là que l'État togolais a besoin de manière urgente donc pour relancer l'économie. Et au décompte donc du mois de juin, on nous dit que le Togo a rassemblé un peu plus de 200 milliards de francs CFA. C'est-à-dire en fin juin, on nous dit que sur 400 milliards de francs, le Togo a rassemblé, a mobilisé un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Donc de avril à juin, donc ça nous fait 3 mois. Donc si en 3 mois, le Togo a réussi à avoir un peu plus de 200 milliards de francs CFA, si nous sommes dans les prévisions, donc ça veut dire qu'au moins en 6 mois, le Togo peut mobiliser ces 400 milliards de francs CFA. Or, on dit également que pour financer le PND, c'est-à-dire le coût estimatif pour le financement du PND, est évalué donc à 4 622 milliards de francs CFA. Alors, Eric, vous conviendrez avec moi que s'il faut mettre 6 mois pour avoir 400 milliards de francs CFA, on mettra au moins 70 mois pour avoir les 4 622 milliards de francs CFA. Or, 70 mois nous fait un peu plus de 5 ans. Nous fait un peu plus de 5 ans. Or, le PND en soi, c'est-à-dire le projet en soi, est bâti sur une période de 4 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2022. Alors, vous conviendrez avec moi que le PND, c'est véritablement fini. Parce que s'il faut mettre 5 ans avant d'avoir ce montant-là, alors qu'aujourd'hui, nous sommes juste à 2 ans donc, de la fin donc, de ce plan du PND et aussi avec le coronavirus. Je me dis que cela n'est pas de nature à faciliter les choses. Donc, Eric, le PND, c'est bien fini. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup Sylvestre Abeni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi mon frère. Et passez une excellente journée. Oui, merci beaucoup, bonne journée. Autre journal aussi dans le kiosque ce matin, c'est l'hebdomadaire La Dépêche, le confrère qui parle de la promotion des compétences nationales, les capitaines locaux oubliés au profit des experts étrangers douteux. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal avec les photos qui sont mises en avant-garde. Je ne vous en dis pas plus. Autre sujet, lutte contre la Covid-19.
Le bureau sous-régional de l'ABCD offre des kits de protection aux travailleurs de l'informel. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Et la deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Le Messager. Nous avons avec nous Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Et merci de nous avoir rejoint, Tchaboré. Et vous parlez de la politique togolaise avec Agbeyome Kodjo, de l'électricité dans l'air au sein de la dynamique Monseigneur Kodjo. Oui, c'est vrai. Et selon les informations que nous avons eues, vous savez, depuis un certain temps, nous tous nous savons la situation qui prévaut avec la dynamique Kodjo par rapport au démêlé que le premier responsable, c'est-à-dire celui-là qui a présenté la dynamique à la dernière présidentielle, les démêlés qu'il a avec la justice en ce moment et qu'il a contraint, si on peut dire ainsi, à rejoindre le maquis. Donc nous avons eu à approcher un certain nombre d'observateurs de la scène politique togolaise et qui nous ont relevé un certain nombre de choses, qui ont fait des analyses, et cette analyse, nous trouvons que c'était utile pour que nous puissions mettre ça à la disposition de l'opinion pour en savoir un peu plus par rapport à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le candidat de la dynamique Kodjo. Je veux parler de M. Agbeyome Kodjo qui s'est retrouvé dans le maquis. Et de ces analyses, on relève plusieurs choses qui ont fait que aujourd'hui, M. Agbeyome Kodjo s'est retrouvé au maquis, contrairement à ce qu'il prétend dire selon ses observateurs. Et qu'il faut dire qu'aujourd'hui, Agbeyome Kodjo ne peut pas s'appuyer sur l'argument selon lequel il est persécuté et qu'il craignait pour sa vie pour rejoindre le maquis. Et selon eux, ils pensent que Agbeyome Kodjo fuirait, je dis bien fuirait, ses créanciers. Vous savez, aller à la présidentielle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, il faut investir d'importantes sommes pour pouvoir faire la campagne. C'est vrai que le gouvernement togolais a eu à faire un soutien par rapport à cette campagne avec tous les candidats qui se sont présentés. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, Agbeyome Kodjo a également investi, il a fait des promesses, et sur ce, Agbeyome Kodjo s'est retrouvé dans le maquis justement parce qu'il ne voudrait pas, selon les observateurs, honorer à ses engagements. Il ne peut pas honorer à ses engagements. Il a trouvé un argument, un faux fuyant, pour se retrouver de l'autre côté de la frontière et éviter de faire face à ses créanciers. De deux, lorsqu'on parle de l'électricité en l'air, je crois que ces observateurs font cette analyse selon laquelle au sein même de la dynamique Kodjo, il y a des gens qui ont commencé par se graisser, les gens commencent par graisser leurs mains du fait que M. Agbeyome Kodjo, qui est le candidat la dynamique se retrouve de l'autre côté de la frontière. Après qu'il ait eu le magot, je veux parler des sous de la campagne présidentielle. Vous vous rappelez que cette dernière semaine, le gouvernement a débloqué des sous. Et selon le partage, Agbeyome Kodjo, qui était arrivé en deuxième, gagnerait un peu plus dans ses sous. Donc s'il est retrouvé de l'autre côté de la frontière, ces observateurs pensent que il y a un problème qui se trouve au sein de la dynamique et qu'aujourd'hui, le reste des autres, le reste des membres grincerait les dents pour se dire que ça ne pouvait pas se passer ainsi à partir du moment où l'intéressé, le principal intéressé est Agbeyome Kodjo, il se retrouve et que ce soit eux qui répondent devant la justice. En tout état de cause, Eric, je pense que les jours à venir nous édifierons. Cet article, moi je voudrais juste inviter les gens à le lire et on va attendre les Togolais attendent pour voir ce qu'il en sera exactement. Vous savez, nous avons eu à parler de cette dynamique à un moment donné de leur histoire. Les gens ne nous ont pas cru. Mais ce qui est arrivé, tous les Togolais le savent. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ne voulaient plus entendre parler. Les Gamissou et autres en sont des exemples papables. Donc on va attendre voir pour en savoir ce qu'il en est. Mais cette analyse, nous trouvons que ces analyses sont très pertinentes et que quelque chose serait en train d'être passé au sein de la dynamique. Très bien, écoutez, on lira les détails à la page 4 de votre journal. Vous parlez également de l'utilisation des portables en faction par les fonctionnaires de la police. Tchaboré, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la récente décision du directeur général de la police?
Vous savez, la semaine dernière, je pense que c'est le 16 juillet dernier que le directeur général de la police a pris une telle décision pour pouvoir interdire les fonctionnaires de la police à ne plus utiliser les téléphones portables au lieu des factions. Et cette décision avait provoqué une sorte de tollé au sein de l'opinion. Nous qui ne maîtrisions pas le contour de cette décision, on a eu à le critiquer, j'en fais partie, parce que au cours d'un débat, j'ai dit que cette décision, elle n'était pas populaire. Mais après que j'ai eu à fouiller et que j'ai approché ceux qui maîtrisent, j'ai approché la direction, j'ai pu comprendre que franchement, ceux-là pour qui la décision a été prise, eux-mêmes, ils savent pourquoi la décision, ils savent ce que c'est qu'un policier en faction. En fait, lorsque un policier est envoyé en mission, ce n'est pas un seul policier qui est envoyé en mission, ils sont nombreux, il y a un chef qui dirige la mission et arrivé. Un policier en faction, c'est celui-là qui reste avec l'arme et qui est prêt à toute éventualité. Ce n'est pas tous les policiers. Donc un policier, quelqu'un en ce moment-là, ne peut pas utiliser l'arme, il ne peut pas utiliser le téléphone portable pour s'amuser. Imaginez Eric, si quelque chose arrivait dans les alentours, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment, à un moment où lui, il est en train d'utiliser ce téléphone portable. Donc, je pense que cette explication nous a été donnée pour dire qu'en réalité, on n'a pas refusé aux fonctionnaires de police d'utiliser le téléphone portable. Ils vont en groupe, il y a un qui est en faction, celui qui est en faction, c'est celui qui est prêt à toute éventualité, qui est avec l'arme, mais il n'a que 2 heures ou bien 3 heures de temps et il se relaie. Donc après ces 3 heures de temps, le policier peut utiliser le portable. Donc voilà la différence et la compréhension qu'il fallait peut-être apporter à l'opinion pour éclairer en quelque sorte éclairer l'opinion par rapport à toutes les explications et à toutes les conclusions que nous avons eu à faire de ce communiqué du directeur général de la police. Donc nous sommes revenus là-dessus pour que l'opinion, pour que nos lecteurs puissent se rendre compte, pour voir en quelque sorte pourquoi le directeur général a pris cette décision. Et nous disons qu'une telle décision devrait quand même s'étendre au niveau de l'administration. Eric, vous comprenez que vous allez dans certaines administrations, il y a des gens, au lieu de servir celui qui veut servir, il est là, il utilise son téléphone et puis c'est comme il vous ignore complètement. Donc nous avons interpellé dans cet article le gouvernement. Nous pensons que le gouvernement peut se pencher sur le problème parce que ce problème également gagne l'administration publique. Vous comprenez, les gens sont là, vous allez vous présenter à quelqu'un au niveau de l'administration publique pour qu'on puisse vous rendre service, mais la personne se permet de s'occuper de son portable avec le WhatsApp. Donc nous voulons vraiment interpeller plutôt le gouvernement, interpeller à travers le ministre de la fonction publique pour qu'une démarche puisse être faite, pour que des décisions puissent être prises par rapport à ceux-là qui se donnent à ce genre de choses. Très bien, l'article à lire dans le journal. Et puis, braqueurs tués à Kanikopé, rapport de la CNDH, des interrogations demeurent et des zones d'ombre aussi. Hein. Justement, la CNDH a sorti un rapport par rapport à ces braqueurs qui ont été tués et qui a vraiment fait très de polémiques, je crois, il y a de cela un an, ou bien, il y a de cela un an, ou bien quelques mois. Et ce rapport incriminait en quelque sorte, ou bien contredisait la version de la police. Donc nous nous sommes posé la question, c'est un nombre de questions, parce que vu la manière dont ce rapport est sorti et vu la manière, les contradictions que la CNDH apporte par rapport à la version de la police, nous nous demandons est-ce que le CNDH a fait vraiment son travail? Est-ce que la CNDH a impliqué plusieurs acteurs qui devraient intervenir dans ce genre de choses? Je vais parler du ministère de la Justice, je vais parler également du ministère de la Sécurité pour en savoir ce qu'il en est. Même après ce rapport, il y a beaucoup de critiques qui continuent par pleuvoir par rapport à sa sortie. Donc il y a des interrogations qui sont vraiment palpables et qui nous
donne pas un certain nombre de confiance, ou bien une confiance par rapport à ce que la CNDH a publié comme rapport et qui aujourd'hui crée plus de polémiques encore. Nous pensons que un autre travail doit être fait sérieusement, parce que vous avez vu au sein des médias la manière dont les gens ont aperçu ce rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Ils nous posaient également la question de savoir si c'était opportun ce rapport à ce moment. Parce que lorsque vous lisez le rapport, les mots utilisés dans le rapport, je crois que ça braque en quelque sorte, le rapport braque en quelque sorte la police, qui avait déjà donné une version contre les citoyens togolais. Or, la police a appelé à protéger les citoyens togolais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cette sortie de la CNDH et qui nécessite que les gens se posent des questions pour savoir est-ce que c'était opportun, est-ce que la CNDH a vraiment fait son travail. Nous ne disons pas que la CNDH n'a pas été à la hauteur, mais est-ce que tous les acteurs qui sont impliqués dans cette situation, dans ce problème, dans cette affaire, est-ce que tous ces acteurs ont été approchés, ont donné leur version des faits pour que ce rapport puisse être sorti. Donc, Eric, je pense que nous avons encore du boulot à faire parce que là, voir la manière dont les petits fils de parti, après que ce rapport soit sorti, je pense qu'il y a des interrogations qu'on doit se poser. Parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal Le Messager dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Tchaboré Bouraïman. Non, c'est bon qui te remercie, Eric. Et bien de choses à tout le monde, à Tati FM et particulièrement à son directeur. Dis-lui un coucou de ma part. Nous transmettrons fidèlement votre salutation au manager général. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée, Eric. Vous écoutez Taxi Media Show. Le journal La Lanterne dans les kiosques aussi. Ce matin, le confrère revient aussi sur les présumés braqueurs abattus à Kanyikopé. La CNDH offre des pistes. La justice s'en saisira-t-elle ou pas? Vous lirez l'article donc dans le journal La Lanterne. Chevier en ébullition, le danger est là, nul n'est épargné, écrit notre confrère. Le général Yark à pied d'œuvre pour toute la lumière, ajoute le journal. Tout le monde, même les enfants des ministres, peuvent être victimes de cette situation, ajoute notre confrère. Vous lirez l'article donc dans le journal La Lanterne. Qui peut gagner des élections en Afrique sans être esclave de l'Occident? Une interrogation à lire dans le journal. La France enjoint aux Maliens qui refusent d'avaler la pilule de la CEDEAO. Vous lirez l'article dans le journal Puy Togo. Les sentinelles du peuple saisissent Boukpessi pour connaître du statut de la dynamique Monseigneur Kodro. L'article donc est dans le journal La Lanterne. Notre troisième rédaction au téléphone ce matin, c'est la rédaction du journal La Lanterne. Et nous avons avec nous Joël Lega. Joël, bonjour. Bonjour, mon cher frère et ami. Joël, ce matin, vous revenez sur la crise au Mali. La CEDEAO a trouvé garçon, hein, c'est ce que vous écrivez. Effectivement, la CEDEAO est tombée sur garçon au Mali. Comparé à la crise togolaise qu'ils estiment avoir réglé, et là encore copain, ils sont face à un nœud malien. On attend de voir, suite à la décision du mouvement du 5 juin qui a encore rejeté la seconde proposition de la CEDEAO, on attend de voir si l'institution aura le courage de se regarder dans le miroir pour voir les problèmes en face, ou s'ils vont toujours s'accrocher à ces formules retortes et ces formules antiques du genre gouvernement d'union, forme partielle, réforme totale, mais ce n'est que réforme partielle de certaines institutions, etc. C'est-à-dire qu'il faut que la CEDEAO arrête de recourir à des strampotins pour régler les problèmes. Et comme ils estiment, et ils n'ont fait que replacer le problème togolais, ils estiment l'avoir réglé, mais ils n'ont fait que replacer parce que le problème du fond est là, la question du partenariat du chef de l'État, la légitimité de leur ami le président togolais, la frustration profonde des populations, et donc l'image de la CEDEAO est foncièrement amochée, et on espère que par la crise malienne, ils vont rebondir, parce que là, ils n'ont pas affaire les opposants
comme nos frères togolais qui, sur la table, ils ont la mine, mais en dessous de table, ils ont des légèretés, qui fait que ils vendent rapidement leur arme fatale qui est la manifestation de rue pour venir développer le peuple et amener la lutte à l'échec. Au Mali, ils sont pas frères garçons et on espère que ça servira de leçon à la sous-région. Très bien. À lire à la page 3 et puis affaire des présumés braqueurs de Sototol, le rapport Monchot de la CEDEAO que vous pointez du doigt. Hein. Oui, c'est un regret qu'on arrive à cette conclusion, hein, parce qu'on aurait voulu que la CEDEAO, excusez-moi, que la CNDH fasse service complet. Mais elle a fait un service presque à moitié, un service Monchot, où les vraies questions, il vous souvient, Eric, que dans notre parution, il y a cela un an, dans notre parution 323 du 31 juillet, et sur la question, on avait qualifié ce que la police avait servi de scénario, de film mal scénarisé. Et on avait touché du doigt des questions précises, notamment un monsieur là qui a été abattu. Est-ce qu'il est témoin des échanges de tirs, ne serait-ce que des riverains qui auraient entendu des échanges de buts, de coups de feu? La CNDH n'est pas arrivée à rapporter la réponse à cette question. On dit qu'ils ont été abattus, clairement, simplement, mais est-ce que c'est une exécution sommaire? La CNDH n'a pas apporté de réponse à ça. Et plus d'autres questions que nous avions soulevées à l'époque, et qui n'ont pas pu trouver de réponse, que l'opinion nous a soulevé, qui n'ont pas trouvé de réponse dans le rapport. On estime que c'est un service à moitié que la CNDH a rendu, c'est un service Monchot. Il faut que l'institution, si c'est possible, se rattrape, qu'elle se rattrape pour retrouver l'image de confiance que les Togolais voudraient vraiment lui accrocher. Et puis, Pétrole Gate, en attendant, le 12 août, Joël, place au mercenariat contre nature. Hein. C'est ce que vous écrivez en tout cas. Effectivement, place au mercenariat contre nature, place aux mangeurs de totem. Nous sommes au regret de constater que ce qui est une affaire qui a touché tout le monde, qui a subi l'indignation totale parce que tout le monde a été volé dans cette histoire de pétrole qui n'affecte pas le carburant du chef de l'État jusqu'au planton, au météo, au village, etc. Qui n'achète pas le pétrole. Tout le monde a été volé, même quand nous décrivons la chaîne. Ça veut dire que les journalistes et les politiques ont été volés. Mais si, au lieu de laisser éclater la vérité, on commande une communication, une fausse communication de repatrage pour convaincre qui on ne sait, mais l'opinion ne voit pas cela et c'est regrettable que on prête des tribunes à ce jeu malsain et qui va contre les principes, des valeurs que défend le journalisme, ce métier que nous avons en passé. C'est regrettable. On sait qu'on peut s'affronter sur des sujets de façon interposée, par organe interposé, mais sur des sujets qui concernent tout le monde, bon, mais qu'on demande encore du mercenariat, qu'on obtient du mercenariat en cela, c'est regrettable pour ma personne parce que, je me souviens que la semaine dernière, nous disions que le combat de ces confrères-là, Ferdinand, Samira, au Niger, on l'a dit au Burkina, etc. Ce sont des combats de valeur et leur combat, c'est notre combat à bien le tirer. Très bien. On lira l'article à la page 4 de votre journal Fraternité. Joël, vous restez avec nous. Nous sommes dans l'obligation de marquer une pause publicitaire. On vous retrouve juste après pour commenter encore deux autres titres de votre journal de ce jour. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show et nous sommes toujours avec Joël Lega qui est au téléphone avec nous. Joël, l'autre sujet que vous abordez, c'est lié donc aux produits à grossir seins, fesses et sexe. Et si on en faisait le ménage finalement, Joël? Effectivement, il y a nécessité qu'on fasse le ménage dans ce secteur-là parce que
L'autre qui a dit que c'est trop, il a raison, en ce sens que ça devient une violation carrément des mœurs, et non seulement au-delà des violations des mœurs, au-delà d'un affront à ceux-là qui sont assez réservés sur ces questions, qui sont très polis sur ces questions. Au-delà de ça, il y a aussi la réalité des études secondaires que personne ne maîtrise, auxquelles personne ne peut parler d'ailleurs parce que c'est des produits, presque des produits de rue, avec des médecins ambulants, sans aucune référence. Donc, ce serait bon que l'État, au nom de la santé publique, protège vraiment les citoyens contre ce phénomène-là qui gagne trop de terrain, grossir les seins, grossir les fesses, grossir ceci et cela. Et on n'a plus que ça à faire dans ce pays plutôt que d'officialiser les étalages, d'encourager les étalages pour ce genre de produits. Très bien. Tout ce sujet à découvrir dans votre journal Fraternité dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci à toi, mon frère. Et passez une excellente journée. Très bonne journée à toi et à tes fidèles passagers. À nos fidèles passagers, plutôt. Oui. À bientôt. À bientôt. La 4e rédaction avec nous ce matin, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Le Triangle des Enjeux. Nous accueillons Jérôme Sossou. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et aux auditeurs de Radio Taxi FM. Ce matin, vous vous intéressez donc au pouvoir de Faure Gnassingbé. Vous parlez de la dictature sanglante, terreur inouïe, violence cruelle, déficit de démocratie, état de droit bafoué, peur et résignation. 30 ans de lutte pour l'alternance sans succès. Faure Gnassingbé est muré dans son éternelle illusion, c'est ce que vous écrivez. Oui, c'est ce qu'on a constaté depuis l'avènement de la démocratie en 1990, où le vent de l'Est a soufflé sur toute l'Afrique. Et depuis 1990 jusqu'à ce jour, les Togolais se battent pour l'installation de la démocratie, de la vraie démocratie et de l'alternance politique au sommet de l'État en vain. Eh bien, depuis ce temps jusqu'à ce jour, plusieurs acteurs politiques se sont succédés dans la lutte pour l'avènement de l'alternance au Togo, notamment Jécris Olympio, Aguibo, Edem Kodo et le pôle Messani-Nevi. Aujourd'hui, Tikui Achadam, Fornias, Tikui justement, Tikui Achadam, Aguibo, Kodo, Brigitte Adjamagbo, Favre Jean-Pierre, et que sais-je encore, malgré toute la lutte, tous les efforts du peuple togolais de l'opposition. À ce jour, rien ne se voit venir à l'horizon. Et donc, tout ça là, ça donne l'impression, justement, parce que ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui ont toujours usé de cette violence inouïe, de cette dictature, et de tout ce qu'on connaît. Hein. Vous vous rappelez des manifestations, des différentes manifestations, comme elles se terminent toujours. Et donc, aujourd'hui, tout semble donner l'impression comme si l'opposition, il n'y a plus rien, que le boulevard est complètement ouvert à M. Faure Gnassingbé. Alors que nous, plutôt, en attendant de croire que M. Faure Gnassingbé s'ammure dans une illusion éternelle, comme cela donne toujours l'impression que bon, on peut briser, on peut mépriser, on peut persécuter à tout moment et que rien ne pourra se passer. Et donc, aujourd'hui, le peuple a tellement peur et il s'est résigné complètement. Ça donne l'impression, de toute façon, c'est ce que nous sommes en train de voir, mais un peuple qui ne dit plus rien, un peuple qui donne l'impression d'être résigné, un peuple qui se mure dans un silence absolu. Ce peuple-là, à notre avis, est un peuple assez dangereux. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faudrait en réalité que M. Faure Gnassingbé et tout ce qui l'entoure comprennent autrement la situation aujourd'hui, qui ne se donne pas l'illusion
selon laquelle il y a un boulevard qui est tracé devant eux et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans que rien ne se passe. Alors que, en toute sincérité, c'est de l'illusion absolue. Parce que demain ou après-demain, le peuple peut encore se lever. Il peut se lever encore pour quand même réclamer. On se rappelle de ce qui s'était passé au Burkina Faso et ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et donc, je crois à mon avis, et c'est ce que nous avons mis dans le titre et dans le texte, M. Frognas, tout ce qui l'entoure, il est quand même passé autrement à la gestion du pays, à satisfaire tous les besoins. Aujourd'hui, on a tellement faim dans le pays, on a tellement de problèmes, et que si on pense, et bon, il n'y a plus rien devant eux, et il n'y a plus de l'opposition, il n'y a plus ceux qui pourraient quand même les déranger. Je crois qu'ils s'ennuient dans une illusion mortelle. Très bien. Votre analyse à lire dans le journal Le Triangle des enjeux. Vous parlez également des prisons de Tchévier et de la gendarmerie dans la même localité, des détenus dans des conditions déplorables et dégradantes. Hein? Oui, comme habituellement, vous connaissez, vous parcourez toutes les prisons du Togo, c'est un calvaire absolu. Un calvaire, c'est les prisons du Togo, enfin, on ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Les conditions ne sont pas favorables, les conditions sont véritablement inhumaines et très dégradantes. Et donc, on se rappelle que la dernière fois on a arrêté certains détenus plutôt dans la maison du candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, M. Agbeu Mekondio, et que ces personnes arrêtées et d'autres détenus, avec l'avènement de ce virus corona, on ne pourrait plus mettre ce qu'on a arrêté dans la masse. Et donc, on a plutôt préféré transférer certains dans la prison de Tchévier et à la gendarmerie de nationale en face de la BTCI. Et donc, on a fait juste une petite enquête. On s'est rendu compte que véritablement, les gens qui y vivent traversent une condition déplorable. Que ces gens-là ne sont pas dans de très bonnes conditions, ils ne vivent pas du tout bien, ils ne mangent pas bien, et toutes les conditions, enfin, leurs droits ne sont pas affectés de toute façon respectés. Donc, ça pose problème. Et donc, nous avons voulu juste ouvrir un feu sur la situation de ces détenus pour que si peut-être M. Frognas n'est pas au courant ou ceux qui dirigent le pays ne sont pas au courant de leur situation, qu'ils y pensent et qu'ils quand même essaient de revoir la situation ou pourquoi pas les libérer. Parce que on s'est rendu compte que il y a plusieurs parmi eux qui sont des détenus politiques. Ils n'ont rien à faire pour qu'ils vivent ces conditions actuellement là-bas. Très bien. L'article à lire dans le journal Puis la crise malienne, vous revenez vous aussi là-dessus. La médiation de la CEDEAO, une peine perdue, on va dire. Et tout à fait, c'est une peine perdue. Si on se rabat sur la déclaration de Mahoumad et Diko, celui-là qui mène la danse aujourd'hui face à IBK, on pourrait quand même se dire tout simplement que la CEDEAO est en train de mener une danse perdue. Parce que et aujourd'hui, le Mali, le Burkina et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se rappellent quand même de ce que la CEDEAO a fait dans la crise du Togo. Et donc, personne ou aucun de ces pays-là ne voudrait quand même être comme peut-être, excusez-moi le terme, comme le Togo. Ce que la CEDEAO a fait a imposé au peuple togolais dans la crise surtout jusqu'en 2015, avant la présidentielle, justement. Et donc, aucun de ces pays-là ne pouvait quand même accepter faire comme le Togo. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO a perdu crédibilité. En tout cas, je ne sais pas comment elle pourra quand même faire pour rattraper cette image perdue-là. De toute façon, Diko et ses amis se disent être toujours debout et qu'ils ne sont pas un peu plus cons. Et donc, aujourd'hui, la CEDEAO, je ne sais pas comment elle va mener la danse. Et de toute façon, depuis
la médiation, depuis qu'on a envoyé les 5 chefs d'État et même, je crois, le mini-sommet extraordinaire de la CEDEAO, on n'a rien donné jusqu'à ce jour. Et donc, de toute façon, la CEDEAO est en train de mener une danse que nous qualifions de peine perdue. Très bien. On lira donc tous ces sujets dans votre journal, Le Triangle des enjeux. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, merci. Merci donc à tous nos lecteurs. Merci aux auditeurs et merci à vous, Eric. Et passez une excellente journée. Oui, bonne journée à vous, pareillement. Et notre dernière rédaction ce matin au téléphone, c'est la rédaction du journal Santé et Éducation. Et nous accueillons Gadiel Tonyadi. Gadiel, bonjour. Bonjour. Et ce matin, vous parlez des hépatites, hein, elles qui sont des tueuses silencieuses. Hein. Effectivement, vous savez, hier, c'était la journée contre les hépatites. Vous savez, les hépatites, c'est une infection au niveau du foie, une maladie qui s'attaque au foie et il y a un certain nombre de causes. On parle de virus, on parle de l'alcoolisme, on parle des médicaments, l'excès ou bien la consommation excessive des médicaments. Et puis aujourd'hui, on a découvert aussi que la mauvaise alimentation en est une cause. Donc, les hépatites tuent dans le monde plus de 1,3 million de personnes par an, donc plus élevé que le sida qui est à 1,1 million. Donc, c'est une maladie qui est réelle dans nos communautés. Et d'après les études au Togo, la maladie, elle est réelle, elle est à un stade inquiétant parce que on a des zones dans ce pays, le Togo, qui sont très touchées. On a des cibles qui sont très touchées. Alors, les hépatites, très souvent, on n'en parle pas, mais ça tue d'une manière silencieuse. Alors, d'après les études au Togo, les hépatites sont là sous toutes les formes, mais sous toutes les formes, je veux dire, la forme A, B, C, D et E, ça fait 5 hépatites. Mais les plus virulentes, l'hépatite B, l'hépatite C sont présentes au Togo et on estime que 16% de Togolais ont l'hépatite. Eh bien oui, ont l'hépatite C, ont l'hépatite B, je veux dire que 5 environ ont l'hépatite C. Mais à Lomé, la capitale du Togo, on estime que le taux de prévalence est de 8%. Donc c'est une maladie qui est réelle, qui est là, mais beaucoup ignorent les facteurs de risque, les modes de transmission. Alors, comment cela se transmet? On parle de la transmission sanguine. Tout ce qu'on a appris sur le VIH-Sida, par exemple, s'applique aux hépatites par la voie sanguine, c'est-à-dire on peut constater cela par les rapports sexuels de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Et vous voyez donc. Et puis on parle même à travers la salive, à travers certains actes. Par exemple, si on va chez le coiffeur, donc il y a un certain nombre de voies par lesquelles on peut avoir cette maladie. Alors nous avons demandé une interview à Dr Kani Soko Diallo, qui est la présidente de la Ligue togolaise contre les hépatites, qui est revenue sur l'essentiel de ces maladies, les hépatites, et qui donne de précieux conseils. Alors, au Togo, qu'est-ce qui se fait par rapport à ces maladies? On sait que au niveau de la vaccination de routine chez les enfants, le Togo a introduit cette vaccination pour les enfants, les moins de 5 ans, donc cela passe, mais au niveau des autres, au niveau du reste de la population, il n'y a pas grand-chose.
Or, la maladie tue. Donc aujourd'hui, il y a un début d'intéressement par rapport à cette maladie au Togo, donc cette ligue togolaise des drogues cette ligue togolaise contre les hépatites au dirige Dr Kani Sopo et qui donne de précieux conseils. Alors, sur le plan de recherche interne, il y a un certain nombre de naturopathes, un certain nombre d'acteurs qui sont dans les pratiques alternatives en matière de santé, qui font beaucoup d'efforts de traitement. Donc, aujourd'hui, Santé Éducation fait 90% de sa parution réservée sur les hépatites. On lit cette parution, on a beaucoup d'informations, beaucoup d'éducation par rapport à cette maladie et on sait comment s'en prévenir, on sait comment détecter les signes et s'il vous plaît, après les signes, il faut se rendre à l'hôpital chez un spécialiste pour un diagnostic. Parfait. Plus de détails à lire à la page 4 ainsi que la page 5 de votre journal Santé et Éducation. Alors, vous parlez également des jus de betterave ce matin, des jus de betterave contre l'AVC et la crise cardiaque. Oui, ben vous savez, l'alimentation est notre premier médicament, hein, comme on le dit, et la betterave est un légume assez spécial pour la santé. Beaucoup l'ignorent, mais la betterave a beaucoup de vertus. On continue pas à en découvrir sur ce légume-là. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à ce que la betterave apporte en matière de prévention, en matière de lutte contre un certain nombre de maux cardiovasculaires, dont les AVC, dont les crises cardiaques. Alors, la betterave très riche en vitamines, notamment vitamine B, vitamine C, vitamine A, des fibres, beaucoup de sels minéraux, joue un rôle important dans la protection des organes vitaux comme le foie, comme le cœur, comme les artères, comme le cerveau, et il nourrit beaucoup ces organes. Et je veux dire, la betterave, elle nourrit beaucoup ces organes et puis elle contribue efficacement à la bonne circulation du sang et de l'oxygène. Donc c'est un légume important qu'il faut consommer. Nous avons dans cet article une recette de jus. Un jus, comment faire le jus de la betterave si vous êtes un hypertendu, si vous êtes un diabétique, si on vous a détecté un problème cardiovasculaire, un problème cardiaque, faire ce jus pour éviter de tomber dans les complications, c'est très important. Parfait. D'un jus à un autre, parlons de jus fait maison pour mettre fin à l'insomnie. Hein? Oui, l'insomnie, Eric, vous savez, l'insomnie aujourd'hui est une maladie qui tue à travers le monde entier. Le contemporain n'arrive pas à dormir, pourquoi? Parce que on met en premier lieu notre mode de vie. Avec le développement de la technologie, la télé, les ordinateurs, la téléphonie mobile et tout, tout cela agit sur le cerveau, sur le sens humain, ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir. On sait qu'il y a des maladies, il y a des soucis, il y a le stress, il y a l'angoisse. Donc, tout cela accumulé constitue les causes, hein, si on peut le dire aussi, les causes de l'insomnie. Et l'insomnie tue à petits coups. Donc c'est très important de faire face à l'insomnie parce que l'homme, le soir, il doit se reposer et se relever, et bien se réveiller le matin, le lendemain en forme pour attaquer le quotidien. Mais quand pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir, il y a un problème. Et là, nous avons les jus maison adaptés à plusieurs situations, que ce soit pour une maladie cardiovasculaire, que ce soit pour même le stress, même pour l'angoisse, des jus maison à base d'un certain nombre de fruits comme l'ananas, comme le citron, un certain nombre d'aliments que nous avons autour de nous. Comment faire ce jus, comment faire ce jus pour
se donner cette chance de faire un sommeil réparateur assez important pour la santé. Vous savez, l'insomnie est le lit de plusieurs maladies chroniques, dont l'hypertension, le diabète, qui peuvent conduire vers les AVC, les crises cardiaques. Donc, l'insomnie est très mauvaise pour la vie, est très mauvaise pour la santé. Il faut lutter contre cela. Et c'est une solution avec ces jeux. Je pense que ceux qui souffrent de l'insomnie peuvent l'essayer et on est sûr qu'ils vont trouver une solution à ce problème. Parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal Santé Éducation. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Merci. Bonne suite et bonne journée. Passez une bonne journée. Okay, bye bye. Et voilà, nous rappelons les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, ceux qui sont avec nous en studio ce mercredi, vous avez le journal Le Libéral, Santé Éducation, Le Messager, Le Triangle des Enjeux, Fraternité, La Manchette, La Lanterne. Vous avez aussi La Dépêche qui est dans les kiosques ce mercredi. Et nous arrivons ainsi à la fin du Taxi Média Show de ce mercredi matin sur la Radio Générale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux confrères qui étaient avec nous, Tchaboré Bouraïman, Tonyadi Gadiel, Joël Ega, Jérôme Sossou et Sylvestre Béni. Merci à vous tous qui étaient restés aussi avec nous. Appelez-moi, c'est un régaton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Passez une excellente journée. Au revoir.